Bien que sur cette chaîne j'essaye généralement de parler du bon côté de la crypto, que ce soit via des projets qui ont de l'avenir, les airdrops, le yield farming, etc. Eh bien il faut dire que notre écosystème dans son ensemble n'est pas si blanc que ça. Là où évidemment tu as déjà entendu parler de dérives assez folles avec un FTX par exemple, eh bien sache que ce n'est pas du tout les seuls à être rentrés dans l'engrenage vicelard du Ponzi. Oh que non, il y a plein d'exemples plus marquants les uns que les autres. Si tu es débarqué dans la crypto il y a très peu, tu risques de découvrir des choses assez intéressantes, notamment comment éviter de se faire annihiler son portefeuille à zéro sur un clic. Et si tu es ici depuis plus longtemps, il y aura certainement cette petite corde nostalgique qui va parler pour toi. Avant de commencer, je veux juste poser le contexte. Tous les projets dont on va parler aujourd'hui ne sont pas spécialement des Ponzi, en tout cas au sens pur du terme, mais par contre ils ont bien un point commun, ces 5-là ont très mal terminé, et surtout ils ont perduré avec l'avarice de leurs utilisateurs. Maintenant, avant de les présenter un à un, laisse-moi juste poser un petit contexte et expliquer ce qu'est un Ponzi. Il y a également un autre nom et qu'on appelle parfois système pyramidal. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Pour notre illustration, on va avoir besoin de deux acteurs. D'un côté, on va voir Mage Noir, qui est une version diabolique du mage, et d'un autre côté, on va voir Michel. Je suis désolé pour tous les Michel qui nous écoutent, mais j'ai pris l'habitude d'utiliser Michel comme prénom pour les expérimentations, donc ce sera Michel. Et grâce à la magie de l'IA, on a même nos petites illustrations. Alors du coup, notre copain Michel, c'est un investisseur, il a 1000 $ sur son wallet, et il est en train de chercher sur quel projet crypto il peut investir. C'est pas spécialement un débutant, la preuve, il maîtrise quand même un minimum les outils, sinon il n'aurait pas ça en crypto. Cependant, Michel, c'est pas non plus l'acteur le plus sophistiqué qui existe sur le marché. Donc Michel, il fait ses petites affaires de son côté, il fait ses recherches, et un jour, il tombe sur une entreprise qui s'appelle Mage Noir, une entreprise qui fait de la gestion de fonds, un petit peu comme une banque, et qui prétend avoir des performances assez folles. Et la stratégie assez folle qu'ils ont développée, ça s'appelle le dollar mage. Et ils sont tellement forts qu'ils le mettent directement sur leur site. Chez Mage Noir, on génère 1% par jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui Michel vient déposer 1000 $ chez Mage Noir, bien Michel pourra venir récupérer 1010 $ demain. Alors Michel, il a vu ça sur Twitter et il s'est dit waouh, c'est beaucoup trop bien, j'ai envie de poser mon argent là-dessus. Et c'est donc exactement ce qu'il va faire, il va envoyer 1000 $ chez Mage Noir. Ce qui fait donc qu'il n'a plus rien sur son compte, mais que ses économies sont placées chez Mage Noir. Ensuite, on arrive 24 heures plus tard, Michel retourne sur le site et effectivement, il va voir qu'il y a affiché 1010 $ sur son compte. Il est donc tout content parce que la stratégie de Mage Noir fonctionne très bien et il a effectivement généré 1% sur la journée. Le truc, c'est que malheureusement, dans la réalité, Mage Noir n'a absolument rien généré et au final, ils ont tout simplement 1000 $ sur leur wallet. Pas plus, pas moins, et ils ne font absolument pas de magie. Et c'est une stratégie qui fonctionne tellement bien qu'il va dire à tous ses copains de mettre de l'argent dessus. Il y en a certains qui acceptent parce que Michel leur montre son compte et effectivement, il y a 1010 $ dessus. Et donc, avec la somme de tous ses copains, eh bien, il y a 10 000 $ supplémentaires qui sont placés sur le projet. Très bien, il y a donc encore une fois 24 heures qui passent, et là, Michel, il a 1021 $. Et les copains de Michel, au total, ils sont à 1100 $. En tout cas, ça, c'est la version qui leur est montrée, car dans la réalité, Mage Noir n'a absolument rien généré, et ils ont juste 11 000 $. Finalement, la somme du dépôt de Michel est de ceux de ses copains. Dans la foule des copains de Michel, il y a quand même quelqu'un qui lui demande, pour être sûr que c'est pas une arnaque, si Michel peut retirer la totalité de ce qu'il a déposé plus ses intérêts, ce que Michel va donc s'empresser de faire, et effectivement, il y a absolument aucun souci, comme tu peux le voir, il a pu tout retirer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car ils ont utilisé l'argent des copains de Michel qui avaient déposé dessus pour payer les intérêts qui étaient dus à Michel. Tout va bien, tout le monde est content, et effectivement, c'est un truc qui fonctionne a priori. Sauf que le problème, c'est que dans la réalité, il n'y a plus 11 000 $ qui sont déposés dessus, mais on est plutôt sur 9 979 $ restants. L'écart commence quand même à se creuser entre la réalité et ce qui est affiché sur le site. Mais ça, les investisseurs le savent pas, et maintenant qu'ils sont en confiance, comme Michel a pu absolument tout retirer, la confiance envers Mage Noir augmente et augmente et augmente, la trésorerie également, et ça jusqu'à ce qu'il y ait un souci technique qui mathématiquement arrivera toujours, le moment là où la trésorerie sera à zéro et ne permettra plus de rembourser tout le monde. C'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte que Mage Noir n'a jamais généré d'argent, mais plutôt qu'il a transféré l'argent des mains des nouveaux investisseurs vers ceux des anciens investisseurs. Et il y a un autre détail que Mage Noir ne t'a pas dit, c'est qu'il a également profité pour piocher dans la trésorerie pour s'acheter un yacht flambant neuf. Voilà donc avec des petits dessins et des explications très simples comment ça fonctionne un Ponzi. Et je le rappelle, ça c'est l'exemple un petit peu classique qui est toujours utilisé pour montrer ce qu'est un Ponzi, alors qu'en réalité il peut prendre plein d'autres formes diverses et variées. Là où tu ne seras peut-être pas d'accord pour qualifier de Ponzi tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo, je pense qu'on sera
tous d'accord pour dire que ce sont des activités, des projets, des gens qui auraient dû être stoppés dans leur œuvre, et ce bien avant leur implosion. Le premier dont on va parler, tu t'en souviens peut-être si tu étais déjà là en 2021, il s'agit d'Olympus DAO. Oui, j'en profiterai aussi pour te montrer la courbe à chaque fois que possible parce que c'est toujours assez édifiant. On a ici un jeton qui a atteint à son sommet 1415$ pour tomber à son plus faible aux alentours des 8$. Olympus DAO, c'est un projet qui existe toujours et que je vais pas spécialement qualifier de Ponzi, mais par contre on peut très clairement parler de Ponzinomics. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Le concept d'Olympus, c'est de créer un jeton qui est backé par une trésorerie. C'est-à-dire que techniquement le jeton ne peut pas passer en dessous d'une certaine valeur car il y a cette valeur-là dans la trésorerie du projet. Voilà à quoi ressemble l'interface et je vais donc commencer par connecter mon wallet. Et pour l'utiliser, il y avait une fonctionnalité principale, c'était tout simplement de venir stacker son jeton Home. Le projet fonctionne donc avec un jeton, le Home, et celui-ci pouvait être obtenu soit en l'achetant directement via un simple swap, soit en déposant de la liquidité dans la trésorerie pour obtenir ce fameux jeton. Et avec cette stratégie-là, tu pouvais l'obtenir en discount, mais avec un petit vesting. Une fois que tu avais ce jeton, l'intérêt c'était de venir le stacker pour obtenir du G-Home. Le G-Home qui représente la version stackée du jeton et qui était rebalancé à chaque époque. C'est pour ça que tu peux voir ici qu'un G-Home c'est 3300$ alors qu'un Home c'est seulement 12$. Et pour expliquer un petit peu le concept, c'est un petit peu comme le wrap testé Ethereum, là où c'est le prix qui va venir augmenter. Sauf qu'ici on augmente le prix du G-Home avec les émissions du jeton Home. On est donc clairement sur un serpent qui se mord la queue. Et pour te donner un petit peu une idée d'à quoi ça ressemblait à l'époque, voilà ce qu'on t'affichait sur le site et voilà pourquoi on te disait que tu devais stacker ton jeton. Tout simplement car il y avait un APY délirant et que cet APY là, eh bien il était payé en jeton Home. Le nom, la tournure, etc. Il y a plein de choses qui ont changé depuis cette époque-là. Mais le mal a été fait et les personnes qui ont détenu ce jeton-là, eh bien elles sont clairement allées à zéro. Parce qu'ici on parle bien d'un token qui a fait un divisé par 100. Ça a d'ailleurs lancé une énorme mode des home forks, c'est-à-dire des projets qui étaient forkés de Olympus DAO. Et entre autres à ce niveau-là, on peut citer Wonderland avec son jeton Time qui a été créé par Daniel Siesta. Un bonhomme avec une histoire assez rocambolesque, j'ai envie de dire. Et voilà un petit peu la tête du jeton. Si tu trouvais qu'un divisé par 100 c'était violent, je te présente un jeton qui est passé de 10 000$ à 10 centimes. Ça veut littéralement dire que si tu avais 100 000$ de ce jeton au sommet et que tu revenais aujourd'hui, eh bien la valeur serait de 1$. Pour te dire, à ce niveau-là, CoinGecko se casse même pas la tête, il affiche une baisse de 100%. Les fork home, c'était quand même une sacrée plaie à l'époque. Et effectivement, pour ceux qui les ont bien joués, ça a pu rapporter très gros. C'est d'ailleurs un petit peu à ça qu'on reconnaît un Ponzi, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui perd. Mais par contre, pour la majorité des gens, ça s'est très mal terminé. Et je le rappelle, pour le peu qui gagnent, eh bien ils vont tout simplement venir, double guillemets, voler l'argent des plus crédules. Donc au final, est-ce qu'ils sont tant gagnants que ça? Je ne sais pas. En deuxième, on va voir Tom Finance, un projet qui a été créé sur la blockchain Phantom. Pareil, je te laisse admirer le graphique et te rendre compte de la chose. On est sur un jeton qui au maximum valait environ 3,70$ et qui aujourd'hui est plutôt sur du 0,004$. Ici aussi sur CoinGecko, il se casse pas trop la tête, c'est un moins 100%. Je trouve par contre que Tom Finance c'est un des projets les plus intéressants à étudier pour comprendre comment ça a fonctionné parce que c'était vraiment diabolique. Le projet fonctionnait avec 3 jetons, il y avait donc le T-Share également, exactement pareil, un jeton qui a été divisé par un multiple scandaleux, et il y avait également un autre jeton qui s'appelait le T-Bond, mais qui actuellement n'est plus listé sur CoinGecko. Si on va sur le site, on peut voir qu'il existe toujours, mais qu'il a un petit peu changé, et l'interface sera pas 100% fidèle à ce qu'il était à l'époque. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais il me semble qu'ils ont pivoté, et que maintenant il s'appelle Live 3. Le jeton n'a pas spécialement une tête plus belle non plus. Le jeton Tomb, juste ici, était peg au FTM. Ça veut donc dire qu'il suivait le cours du jeton fantôme jusqu'à ce que celui-ci s'effondre. Le tombe, pas le fantôme, même si on peut dire qu'il s'est aussi pas mal effondré. Alors comment ça fonctionnait cette affaire? Eh bien en fonction du prix du tombe par rapport au fantôme, il pouvait y avoir plusieurs scénarios. Soit on avait le prix du tombe qui était supérieur au FTM, et donc là le jeton qui s'appelle du T-Share augmentait la supply du tombe, c'est-à-dire qu'il en imprimait littéralement et donc que ça valait le coup d'en acheter car tu générais des intérêts qui étaient assez élevés, et ce jusqu'à ce qu'il y ait assez de tombes en circulation pour que le prix passe de nouveau en dessous ou alors à peu près au niveau du FTM. Et sinon si le prix du FTM était inférieur aux tombes, le prix des T-Share avait tendance à baisser car il n'imprimaient plus rien. Et par contre, il y avait un troisième jeton qui rentrait en compte, c'était le T-Bond. Et celui-ci, si t'en achetais, ça participait à faire remonter le prix du tombe pour qu'il passe au-dessus du prix du FTM. Et si effectivement ça fonctionnait, tu recevais de la yield. Pour être plus précis, tu pouvais acheter les T-Bonds au prix du tombe actuel. Et ensuite, tu pouvais les récupérer pour 1 FTM, donc au prix du PEG, à partir du moment là où le tombe retombait à son prix. 1 tombe est égal à 1 FTM. Ça veut donc dire que s'il y avait un discount à 50%,
50%, eh bien c'était super intéressant. Uniquement si le prix remontait, parce que sinon t'avais acheté un truc qui ne vaudrait rien. Sauf que le souci c'est qu'un jour, eh bien le prix du tombe n'est jamais remonté au-dessus du prix du FTM, et donc toutes les personnes qui avaient du tombe, du t-shirt ou encore du T-bone se sont faites complètement rectes. Ça c'est l'explication en version simplifiée. En réalité c'est un modèle qui est particulièrement complexe et il y a vraiment beaucoup de théories qui ont été posées dessus. Vraiment c'est un sujet super intéressant et je ne peux que t'encourager de chercher un petit peu plus profondément parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes là derrière. Et pour te dire à quel point c'était devenu gros, le mec derrière le projet qui s'appelait Arié, ce mec là du coup qui existe toujours sur Twitter, eh bien il avait lancé son propre échange centralisé qui fonctionnait avec du tombe, un petit peu comme Binance qui fonctionne avec du BNB. D'ailleurs ça s'appelait Felix, et aujourd'hui si on essaie d'aller sur le site, eh bien c'est complètement down et ça n'existe plus. Tom c'était donc quelque chose de particulièrement fourbe, et je ne serais vraiment pas étonné d'en revoir lors de ce bull run. Je ne pense cependant pas que ça atteindra la même taille critique que Tom avait atteint à l'époque, parce que pour te dire, si on regarde d'un point de vue market cap, ça avait quand même atteint 500 millions de dollars, ce qui aujourd'hui d'un point de vue market cap serait l'équivalent d'un IOTA, d'un WorldCoin ou encore d'un PancakeSwap. Pour le suivant, voilà sa courbe, il est passé d'environ 350 dollars à 0,1 dollar, et ce en l'espace de vraiment quelques jours. Celui-ci est quand même bien plus connu que les deux précédents que je t'ai montrés, et il y a d'ailleurs un mème qui est encore utilisé assez souvent, c'est le fameux BitConnect. Là où les deux précédents, on peut plutôt parler de Ponzinomics, ici on peut clairement parler d'un Ponzi. Il n'y a juste pas débat. Si je devais le résumer en une image, ce serait avec celle-ci. Le fonctionnement, c'était tout simplement que tu pouvais acheter du jeton, et détenir ce jeton te permettait de générer beaucoup d'intérêt. On parle d'intérêt absolument faramineux, c'était jusqu'à 40% par mois, soit environ 500% annuel. Oui, ça rigole absolument pas. Alors ça, en fait, c'était plutôt leur couverture, hein, ça c'était ce qu'ils affichaient sur le site. En réalité, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment généré d'argent. Le truc, c'est que pour pouvoir générer ces intérêts, eh bien, il fallait venir bloquer des jetons dessus. Par exemple, si tu achetais pour 1000 dollars, donc tu allais générer ces intérêts, mais par contre, tu pouvais récupérer seulement ton capital au bout de 300 jours. C'est ce qu'on appelle communément un lock aujourd'hui. Par contre, les intérêts qui étaient générés, tu pouvais les récupérer quand tu voulais. Tu avais un intérêt à déposer une somme importante car tu pouvais récupérer ton capital plus vite et en plus tu avais des bonus dessus. Sauf que le truc qu'ils ne t'ont jamais dit, c'est tout simplement que les intérêts que tu récupérais, eh bien, ils étaient dérivés des nouveaux investisseurs qui débarquaient dans le game. Le jour là, ils n'ont plus personne qui dépose dans le projet, eh bien, ils n'ont tout simplement plus l'argent pour venir payer les intérêts et ainsi la chose s'effondre tout simplement. C'est un projet qui est quand même super ancien car il a été lancé vers 2017 et il s'est effondré en 2018. Et ouais, c'était vraiment monstrueux. Asher avait fait une vidéo dessus à l'époque là où il expliquait pourquoi c'était un Ponzi. Et je sais que dans celle-ci, je crois que c'était à peu près vers le sommet du jeton, eh bien, il était en 8ème position sur l'équivalent de CoinGecko à l'époque. Ça veut dire que cette arnaque était montée dans le top 10 des crypto-monnaies les plus valorisées. C'est pour te dire à quel point c'était un monstre. Et le truc était tellement bien fait que même les gens qui savaient que c'était un Ponzi, eh bien, ils étaient chauds pour investir dedans parce que ça pouvait être rentable. Je veux dire, il suffit que le Ponzi vive encore 2-3 mois après le moment là où t'as posé des billes dessus et tu peux t'en tirer et ça peut être intéressant. Je me rappelle encore quand c'est arrivé, il y a tellement de monde qui a pas compris ce qui s'était passé. Je me baladais sur Reddit et t'avais des posts de gens qui disaient qu'ils avaient perdu absolument tout ce qu'ils avaient. C'était vraiment une période très sombre pour la crypto. Ensuite, on a Terra et celui-là, je pense que tu le connais très bien. D'ailleurs, un des plus impressionnants car sur la charte en maximum, eh bien, on voit un angle droit. C'est ultra impressionnant comment le jeton est passé du 6 mai à 80 dollars au 14 mai à 0,00011 dollars. C'est très probablement le deuxième crash qui a le plus marqué les cryptos. Ici aussi, il n'y a pas de gros suspense. Si on va sur CoinGecko, il nous affiche un moins 100%. Je n'ai plus la position exacte du projet sur CoinGecko à l'époque quand il était à son top. Il me semble qu'il était entre le top 5 et le top 15. Et pour te donner un ordre d'idée, d'un point de vue market cap, le projet était à 40 milliards à son sommet. 40 milliards aujourd'hui, ça le placerait en 6ème position entre l'USDC et le Solana d'un point de vue market cap. La taille que le projet avait atteint était juste colossale, il n'y a pas d'autre mot. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi ça a pu s'effondrer aussi rapidement? Et surtout quel était le lien entre le Terra et le stablecoin associé qui était l'UST, qui en conséquence a également particulièrement subi car un stablecoin à 2 centimes c'en est tout simplement plus un. Déjà il faut comprendre qu'il y avait un stablecoin en place et que ce stablecoin là était un stablecoin algorithmique. Poser le contexte, un stablecoin classique, par exemple pour chaque USDC qui est en circulation aujourd'hui, et bien quelque part dans une banque
banque il y a 1 $. Ce qui veut donc dire qu'ils sont absolument interchangeables et que la société derrière, qui s'appelle Circle, eh bien elle te garantit que pour chaque USDC que tu leur envoies, eux sont capables de te renvoyer 1 $. Ça c'est le fonctionnement classique de la majorité des stablecoins. Il y a d'autres stablecoins qui eux ne sont pas à 100% backés ou alors ne sont pas backés du tout. Par exemple l'UST de Terra qui existe car on peut venir le transférer soit en Terra soit en UST. C'est-à-dire que par exemple si le Terra est à 100 $, eh bien je peux venir décider de brûler 1 Terra pour obtenir 100 UST. C'est donc interchangeable et c'est ça ce qui vient sécuriser le PEG. À côté de ça, la majorité des utilisateurs qui avaient de l'UST, ils l'utilisaient sur un projet qui s'appelait Encore et ce projet-là, il distribuait 20% d'APY sur tes UST. On va pas se mentir, c'était méga intéressant et c'est pas tous les jours qu'on voit du 20% d'APY. Encore moins sur des stablecoins et encore moins de façon stable. Le truc c'est qu'au bout d'un moment, il y a eu un dépeg et on s'est retrouvé dans le cas de figure là où un UST est égal à 0,9 $. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien les gens ont fait la boucle inverse et ont transformé leurs UST en Terra et ce dans l'objectif de faire de l'arbitrage. Le problème c'est qu'en faisant ça, ils ont déclenché un engrenage diabolique. C'est qu'à chaque fois il y avait plus de jetons Terra qui ont été mintés jusqu'à un moment avoir une quantité totalement folle de jetons en circulation. Ce qui mécaniquement a fait baisser le cours du Terra et de l'UST. S'il y a bien une leçon à retenir de Terra Luna et de son UST, c'est que les stablecoins algorithmiques, il faut s'en méfier. Aujourd'hui à ma connaissance, on n'a pas encore trouvé comment faire fonctionner un stablecoin algorithmique et à terme, ils finissent tous absolument pareil à zéro. Donc si tu détiens des stablecoins d'un projet qui n'est pas trop connu, je t'invite à chercher dans la documentation si ce stablecoin là est backé et si ce n'est pas le cas, si c'est un stablecoin algorithmique, à t'en tenir bien éloigné. Et la dernière petite histoire, le dernier Ponzi, celui-ci tu le connais. Il s'agit évidemment de l'ami Sam Bankman-Fried avec son échange FTX, dont le jeton est passé d'un pic à 73 $ à environ 1 $ à l'heure actuelle. Il a pas l'air si méchant que ça quand on regarde sur CoinGecko qui affiche un moins 98,6%, en tout cas au moins quand on compare aux autres, mais ici le mal a plutôt été fait sur les fonds qui étaient déposés sur la plateforme. FTX a sa période de gloire, donc pendant le bull run 2021, c'était l'une des plateformes les plus utilisées pour trader. Voilà, je cherchais l'information, ils étaient tellement énormes qu'ils étaient en 3e position sur le marché des cryptos. Pour récapituler un petit peu ce qui se passe, ça commence déjà en novembre 2022 et il y a des doutes qui sont émis, notamment dans un article CoinDesk qui affirme qu'une filiale de FTX posséderait une part très importante des jetons FTT, ou les fameux jetons de chez FTX. Suite à cette découverte, Binance, le plus gros concurrent de FTX, annonce qu'il va vendre ses jetons, ce qui entraîne la chute du prix de celui-ci. En même temps, les utilisateurs sont pas bêtes et se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se trame là derrière, il y en a pas mal qui commencent à retirer leurs fonds de la plateforme. Puis sur un coup de tête assez étonnant, il y a Binance qui leur propose de les racheter. Je suppose qu'ils ont vu les comptes et suite à ça, ils se sont rétractés. Puis finalement, quelques jours plus tard, ils font faillite et les fonds sont bloqués sur l'échange. C'est un scandale absolument énorme dont on va parler partout et ça va toucher même des gens qui n'ont jamais entendu parler des crypto-monnaies autrement. Ça donne donc une très mauvaise image de notre industrie au monde entier. Et suite à ça, il y a eu plein d'histoires plus douteuses les unes que les autres entre Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, la directrice de chez Alameda Research, là où il y aurait eu des choses assez particulières qui se seraient passées. En tout cas, aujourd'hui, on est en 2024, soit 1 an et demi après cet événement-là, et a priori, les fonds devraient être recouvrés, en tout cas en partie, et les personnes concernées sont en train d'être contactées pour pouvoir venir récupérer leurs fonds, a priori sous la forme de dollars et plus de crypto-monnaies comme à l'époque. Et toute cette suite d'événements, tout simplement car FTX n'avait plus l'argent des utilisateurs. Ici aussi, je te laisse libre interprétation si tu considères que c'est un Ponzi, une arnaque, etc., le terme que tu préféreras. Et voilà qui conclut cette vidéo qui est un petit peu particulière car c'est un sujet que je n'avais jamais traité sur la chaîne. Je me suis dit que c'était l'été, que c'était un petit peu l'occasion de changer les formats et de regarder pour toucher un petit peu d'autres horizons. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'a plu. Et sinon, si tu découvres ma chaîne ici grâce à cette vidéo, eh bien sache que je fais du contenu principalement sur la chasse aux airdrops. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien je peux te recommander cette vidéo qui s'affiche directement à l'écran. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!